Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Lebleu à Montréal, membre du Comité pour la République du Canada. Bonjour à tous nos amis cap-haïtiens. Bonjour aux gens qui nous écoutent sur Radio Natif Natal. Commençons par le commencement. On va parler des élections américaines, des élections de mi-mandat. Monsieur Lyndon LaRouche, économiste américain, en fait, faisant partie du Parti démocrate, avait expliqué déjà de ça déjà plusieurs mois, que l'appui à Barack Obama aux États-Unis est un appui superficiel, fictif, non existant. En fait, les seuls qui appuient Obama ou qui en fait tentent de protéger Obama, ben, c'est le Parti républicain. Parce que le Parti républicain sait que Obama est tellement pourri que s'il garde Obama au pouvoir, eh bien ça en fait apporte des votes au Parti républicain. On a pu en fait le voir durant les élections de mi-mandat qui sont terminées là récemment, où le Parti républicain a repris le contrôle du Sénat, donc une majorité de 6 sièges euh, dans le pardon de je crois de 7 sièges dans le Sénat, et a aussi gagné 13 sièges de plus dans le Congrès, donc gardant la majorité républicaine. Et M. Larouche a été très clair. Ça, c'est vraiment un message lancé à Barack Obama et à ses collègues, à ses associés, que Obama doit quitter la Maison-Blanche, que la destruction économique, la folie militaire représentée par Obama et qui était avant lui représentée par George Bush Jr. et Dick Cheney. Cette logique-là doit quitter les États-Unis si on veut que les États-Unis survivent à la crise et en fait relancent leur développement, relancent un développement international plus juste. Donc, en fait, on pouvait même voir dans le magazine de New York Post une grande photo d'Obama, en fait, Obama nu avec un baril, un baril vide là, pour l'entourer, et qui disait en fait, le titre du New York Post était Stripped, Emperor has no clothes. Donc en français, mise à nu, l'empereur n'a plus d'habits. Et donc, il montrait Obama nu en disant il a perdu son appui. Les élections sont un message clair que Obama n'a pas fait son travail, même que Obama, dans une entrevue donnée à la suite des élections, à la suite de sa défaite visible, a préféré ne pas parler du tout des élections en disant je laissais ça aux autres et s'est mis à continuer à mentir sur l'économie, comme quoi l'économie américaine allait bien, qu'on allait aussi bien que certains autres pays et qu'il fallait pas s'inquiéter plus qu'il faut. Donc vraiment, Obama ne réagit pas à la réalité qui est que Obama a perdu son leadership. En fait, il l'a perdu depuis très longtemps et les élections actuelles sont un signal de ça. Et en fait, mais il faut aussi bien comprendre que la seule raison pour laquelle les républicains n'ont pas eu plus de votes, c'est parce que le parti républicain est aussi pourri que le parti démocrate. En fait, comme on le disait déjà il y a quelques mois, on se rappelle du président de la Chambre, du président du Congrès, un certain Boehner, qui est un républicain. On se rappelle que ce monsieur, alors qu'on discutait, alors qu'aux États-Unis il était question de destitution possible pour le président Barack Obama, surtout concernant la politique de guerre envers la Syrie et envers en fait, sa politique générale au niveau du Proche-Orient. On parlait de destitution et il y avait John Boehner, républicain, qui lui avait lancé plutôt une campagne pour poursuivre Barack Obama à travers les tribunaux légaux, plutôt que de mettre l'accent sur l'action constitutionnelle de destitution et ainsi tenter de protéger Barack Obama
dans un but purement électoral. Comme on disait au début, Obama est tellement pourri que de le garder au pouvoir rapporte des votes. En fait, les démocrates avaient fait la même chose avec George Bush Jr. et Dick Cheney. Donc, on parlait à l'époque de destitution aussi dans les années 2003, 2004, 2005 et évidemment 2006-2007 aussi, en fait, durant une très longue période. Le mouvement associé à M. Lyndon LaRouche voulait destituer ces deux énergumènes-là et le Parti démocrate avait flanché sur la question, toujours en prétextant qu'ils allaient gagner des votes. Mais comme on peut le voir aux États-Unis ou comme on peut le voir dans plusieurs autres pays, si on veut changer les choses, ça ne va pas se faire à travers les élections. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Oui, on a lancé un vote, on a créé un vote pour se débarrasser d'Obama, pour lancer un message clair, mais le résultat est tout aussi dévastateur. Le Parti républicain, évidemment, n'a aucune solution pour la crise économique, n'a aucune solution pour la guerre, et est en fait encore, jusqu'à certains points, peut-être même plus fou que le Parti démocrate. Donc la solution, ce n'est pas les élections. La solution, ça va être de créer un nouveau type de citoyen. En fait, de créer un citoyen universel. Et pour donner un bon exemple, on pourrait prendre l'exemple au Canada, par exemple, ou par exemple dans la province du Québec, qui est maintenant gérée par le Parti libéral. Ben, on a eu et dirigé par le premier ministre Philippe Couillard. Ben, en fait, on a eu encore là, on a eu un changement de gouvernement. Avant M. Couillard, on avait le Parti québécois. Avant le Parti québécois, c'était encore le Parti libéral. Donc on change, on fait des manifestations, les gens sont contre les politiques d'austérité qui prévalent dans la province et dans le pays entier. Cependant, on ne fait que changer le parti. Alors que ce qu'il faut regarder, ce sont les principes. Et en fait, qui sont les politiciens sérieux et les citoyens sérieux qui veulent changer le système. Donc on parle de renverser la logique impériale d'austérité, la logique aussi monétariste qui va avec ça, c'est-à-dire qu'on a une population, en fait, une population mondiale qui a encore beaucoup de problèmes avec la conception de l'argent. Comme quoi l'argent semble être la seule mesure efficace pour comprendre l'économie, ce qui est tout à fait faux. Évidemment, quand les hommes des cavernes ont développé l'utilisation du feu, ben, il n'y avait aucun billet, aucune devise, aucune monnaie utilisée à l'époque pour développer le feu. C'était l'esprit humain et les éléments naturels. Et c'était en fait une recherche scientifique, un développement scientifique visant l'amélioration de la qualité de vie des individus. Donc que ce soit la recherche du développement du feu à une époque très lointaine ou aujourd'hui, par exemple, la tentative par le gouvernement chinois de développer et de former des scientifiques qui pourront travailler sur la recherche sur la fusion nucléaire, qui est en fait un peu comme le feu, mais à un niveau beaucoup plus développé. Donc c'est là qu'il faut mettre notre attention. Il faut mettre notre attention sur la créativité humaine, cette ressource ultime qui est l'esprit humain. Et dans un contexte de déclin économique, ou en fait on devrait parler plutôt de destruction économique, c'est pas simplement des problèmes budgétaires ou des problèmes avec nos infrastructures ou avec nos industries. On a un problème avec l'esprit de la population. Les gens sont plus ignorants qu'avant. Les gens ont de la difficulté à penser à cause de la musique moderne, à cause de la drogue, à cause évidemment des médias qui font un travail très efficace en termes de lessiver le cerveau de la population. Donc, on n'arrive plus à penser de manière concrète. Et c'est là où on tombe dans une crise, en fait,
qu'on peut appeler un âge des ténèbres. Un âge des ténèbres quand l'espèce humaine gagne en folie. Donc la folie devient le principal condition de l'être humain. Et en fait, on perd des connaissances acquises à travers des générations, que ce soit en sciences ou dans la culture qu'on pourrait appeler une culture humaniste. L'idée même du bien commun, l'idée que les êtres humains ont cette étincelle divine, créative, qu'il faut défendre à travers les institutions gouvernementales, cette idée-là est en train de perdre son importance et les gens ne sont plus en position de défendre cette idée universelle de l'être humain. Et évidemment, il faut parler de certaines crises qu'on voit maintenant. On a parlé évidemment beaucoup de la situation avec le virus de l'Ebola en Afrique qui continue de faire des ravages. Et récemment, en fait, on a plusieurs institutions qui ont mis l'accent sur un autre problème créé par le virus d'Ebola qui est de créer des orphelins. En fait, dans les 3 nations les plus touchées en Afrique de l'Ouest, donc la Sierra Leone, la Guinée et le Libéria, on parle d'environ 4000 enfants qui ont perdu leurs parents à cause du virus de l'Ebola et qui se retrouvent seuls parce que même les proches de ces enfants-là ne veulent pas avoir ces enfants-là près d'eux à cause du risque de contamination. Évidemment, qui n'est pas nécessairement véridique, mais les gens ont peur. Et récemment encore, on parlait de gens qui ont dû quitter les camps de quarantaine parce que la nourriture n'était pas accessible. Les gens meurent de faim, les gens veulent survivre, donc ils quittent. Donc c'est vrai, ils quittent le camp. Donc c'est vraiment une situation désespérée dans cette région-là. Et évidemment, comme on disait, sans une politique internationale d'intervention contre ce virus, bien rien ne pourra être fait. Il faut non seulement protéger les nations qui ne sont pas encore touchées, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller au cœur du problème pour détruire le virus, développer un vaccin et créer des conditions hygiéniques supérieures à ce qui est maintenant en application autant en Afrique qu'ici. Et contrairement, par exemple, au Canada, le Canada qui, en fait, avait le beau jeu parce qu'on a envoyé plusieurs centaines de doses de vaccins à l'Organisation mondiale de la santé, un vaccin qui, on pense, peut fonctionner. Encore là, il n'y a rien de sûr là-dessus. Mais le Canada a maintenant appliqué, en fait, a décidé de bannir d'entrée, donc d'empêcher d'entrer au Canada les gens qui proviennent de l'Afrique, surtout de l'Afrique de l'Ouest. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que un virus ne se limite pas aux frontières d'un pays. Mais encore là, est-ce que vraiment la solution c'est simplement de faire une espèce de surveillance dans les aéroports? Est-ce que c'est d'empêcher les gens de rentrer au pays? Ça, c'est une politique qui peut simplement mener à la paranoïa. Sans vaccin, sans des centaines de millions de doses de vaccins, rien ne pourra être effectué de manière sérieuse. Donc déjà là, on ne veut pas se retrouver comme dans une des fameuses histoires de l'écrivain américain Edgar Allan Poe, une histoire intitulée je crois que c'était le masque rouge de la mort, ou j'ai oublié le titre exact, mais c'est en fait une histoire qui traite justement d'un richissime prince qui décide à un moment où il y a une épidémie dans son royaume, décide au contraire de s'isoler avec certains de ses amis pour lancer une grande fête, isoler son château, fermer les fenêtres et tout ça, pensant être protégé de ce virus-là, de la peste qui frappait son royaume. Et évidemment, à la fin,
La peste a bien rentré et a tué tout le monde. Et aujourd'hui, on est en train de commettre la même folie. On pense qu'en s'isolant, on va résoudre le problème, alors qu'il faut une mobilisation tout azimut pour attaquer le problème. Donc déjà là, un élément de folie, euh, de folie, euh, de folie aristocratique, ou qu'on pourrait penser, ou une folie oligarchique, où on pense qu'on est au-dessus du problème et qu'en s'isolant du problème, le problème va disparaître. Grosse erreur. Et je pense qu'il faut aussi parler, évidemment, récemment dans les médias, en fait, dans la dernière journée, on a eu une propagande très forte venant, entre autres, des médias britanniques, comme quoi le gouvernement ukrainien aurait dit que des tanks russes auraient passé la frontière ukrainienne pour entrer dans la région est du pays afin d'aider euh, afin d'aider les séparatistes pro-russes de la région. Donc, on parle de la ville, une des villes, par exemple, Donetsk, qui est une ville impliquée dans cette espèce de mini-guerre civile qui a lieu maintenant en Ukraine. Évidemment, cette déclaration-là par le gouvernement ukrainien n'a pas été corroborée par personne. Donc, il n'y a pas de. On n'a pas pu dire si c'est vrai ou pas. Et les médias généraux s'en foutent. Ils continuent à parler de ça et en fait de faire beaucoup de propagande là-dessus. Parce qu'évidemment, si c'est le cas, ça pourrait être en fait l'étincelle qui déclenche le feu d'une guerre, non pas d'une guerre de l'Ukraine contre la Russie, mais de l'OTAN contre la Russie. Ce qui veut dire en fait une guerre généralisée de type nucléaire. Donc la propagande est à son plus haut, même que déjà maintenant le gouvernement ukrainien a commencé à mener des patrouilles pour vérifier les passeports des gens de la région de l'Est qui veulent passer à l'Ouest. Et les gens demandent, en fait, la sécurité nationale demande un visa, un passeport en règle. Donc déjà, on isole la région de l'Est. Et sachant que le gouvernement ukrainien maintenant est un gouvernement ultralibéral et aussi qui contient des factions reconnues comme étant d'extrême droite, donc on peut s'attendre en fait à ce que les conditions de vie dans l'Est chutent encore plus à cause de politiques justement pour écraser la population de l'Est et utiliser ce conflit pour générer un conflit avec la Russie. Et de plus, on a même la Pologne qui récemment avait envoyé des troupes sur la frontière polonaise-russe au cas où il y aurait une intervention russe. Mais en fait, ce que la Pologne a fait, c'est de provoquer la Russie. Et évidemment, la Pologne est un pays avec c'est pas une superpuissance, donc évidemment, il y a eu beaucoup de pression faite par l'OTAN, par les États-Unis, l'Angleterre, pour que la Pologne fasse cet acte. Donc on cherche une provocation. Donc c'est un peu comme le la personne qui va en vacances dans le bois, elle se retrouve devant un ours, devant un grizzly, et va tenter d'éloigner le grizzly en lui donnant des coups de bâton dans les jambes. Évidemment, le grizzly ne va pas aimer ça et risque de rétalier. Donc vraiment une politique de provocation qui risque d'enclencher un conflit nucléaire. Donc encore là un autre exemple de folie à laquelle on a affaire. Et le troisième exemple dont il faut parler évidemment, c'est l'économie. Récemment, la Banque centrale européenne avait émis ce qu'on appelle en anglais un stress test. Donc un test de stress. Donc quel stress? Bon, le stress des banques. Donc est-ce que les banques sont viables? Est-ce que les banques ont des actifs pour appuyer leurs actions? Et évidemment, bon, le rapport qui a été émis est un rapport vraiment, comme on dit ici au Québec, broche à foin. Donc il y avait très peu de. C'est un rapport très mal fait dans lequel on n'a même pas compté
les produits dérivés de ces banques-là. C'est vraiment en fait, une action faite très rapidement qui visait simplement à rassurer le monde de la finance que les banques européennes allaient bien. En fait, ce qui est faux. Tout à fait faux. Et la preuve qu'on a de ça, c'est que, en fait, une des récentes actions du gouvernement japonais a été de lancer une nouvelle campagne d'impression d'argent. Donc, pour situer notre audience, nos auditeurs, il faut comprendre que le Japon, depuis les années 90, a effectué plusieurs impressions monétaires, donc une injection d'argent où on a offert à la communauté internationale dans la finance, on leur a offert des yens japonais avec un très très faible taux d'intérêt, frôlant le 0%. Et dans certains cas, en fait, 0%. Donc, imaginez la situation. Le Japon imprime de l'argent et invite la communauté internationale à acheter cet argent japonais. Donc, vous êtes un investisseur américain, vous allez vous chercher, par exemple, l'équivalent de 1 million de dollars d'argent japonais à 0%. Donc, c'est assez tentant. Et vous prenez cet argent-là, votre million, par exemple, admettons que c'est 1 million de yens japonais, vous prenez ça, vous allez l'investir dans un pays qui va vous offrir, par exemple comme le Brésil, qui va vous offrir entre 10 et 11% de retour. Et là, vous faites de l'argent sans rien faire. Vous avez simplement injecté de l'argent dans un système financier pour le garder en vie et vous récoltez de l'argent très rapidement sans avoir rien fait du tout. Et le Japon maintenant a injecté une somme incroyable équivalent à 17% du PIB japonais. Donc j'ai pas le chiffre exact, mais c'est un chiffre énorme. Et ce que M. Larouche disait là-dessus, c'est que en fait le Japon admet, avec cette politique-là, admet que l'économie japonaise est complètement détruite et tente par tous les moyens possibles de sauver son économie, mais que en fait le Japon sert d'outil pour sauver un système financier ou pour donner l'illusion d'un système financier en santé. Et vous pouvez être sûr que cet argent japonais va rapidement se retrouver dans les banques européennes pour tenter justement de sauver ces banques-là de la catastrophe. Et ça, est-ce que c'est une politique de folie? Oui, une folie meurtrière. Une folie, des pires folies qu'on a pu voir de toutes les bulles spéculatives dans l'histoire de l'humanité. Ce que le Japon vient de faire, c'est vraiment une politique désastreuse que certains médias ont qualifié de morphine inflationniste. Donc on injecte de l'argent dans un système mort. On essaie de donner un peu de morphine pour essayer de s'occuper de la douleur. Mais en fait, ça va absolument rien résoudre. Le système est mort. Le système doit être changé de fond en comble. Et seuls des gens fous s'accrochent à un Titanic en train de couler. Et c'est ça qu'on voit maintenant dans cette politique qu'on appelle de quantitative easing. Donc d'impression d'argent, d'injection d'argent dans un système mort. Donc, quelle est la réponse humaine à la folie? Est-ce que les êtres humains doivent apprécier cette folie-là? Doivent-ils l'analyser, etc.? Non, il faut la mettre à la poubelle. Il faut ramener les gens dans le monde réel. Et c'est exactement ce que les nations du BRICS sont en train de faire. Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, Argentine, Égypte, Iran, Bolivie, la liste des pays s'allonge, Afghanistan, Pakistan, etc. Ces nations-là veulent un avenir, donc sont en train de briser avec le système financier actuel. On sait déjà que la Chine est en train de créer une nouvelle banque de développement asiatique qui va avoir une somme de départ de 100 milliards de dollars
pour être donné justement dans des projets de développement économique avec un taux d'intérêt faible, entre 2 et 4 pour en fait mettre l'argent au service de l'homme et permettre à l'homme de développer ses connaissances scientifiques et évidemment protéger aussi les avancements culturels faits, comme on disait au début, quand on parle de protéger l'idée du bien commun, de l'intérêt général, de protéger l'idée de la créativité humaine, évidemment, ça prend une base physique. On ne peut pas simplement laisser les gens survivre par eux-mêmes et penser que ces gens-là vont faire des découvertes par eux-mêmes. Il faut une infrastructure, il faut un système qui permette à de plus en plus de scientifiques de voir le jour et de travailler sur les grands défis de l'heure. La fusion nucléaire étant le vrai défi pour l'avenir. Donc maintenant, et c'est très malheureux, mais on a des déclarations venant, par exemple, des États-Unis où on traite les nations du BRICS et leur mobilisation comme une menace. On voit ça comme une menace au système américain, ce qui est tout à fait faux. En fait, les nations du BRICS sont en train de représenter maintenant le meilleur de la Constitution américaine, cette idée de défendre la population contre l'impérialisme actuel. Et aussi, en fait, les Américains restent très silencieux concernant les décisions prises par le BRIC, même que prochainement, on va avoir des rencontres entre l'Asie, en fait, le groupe qu'on appelle de l'APEC, l'APEC, qui est un groupe des nations autour de l'océan Pacifique, donc États-Unis, Australie, Chine, etc., qui vont se rencontrer bientôt et encore, on peine à avoir des déclarations des États-Unis concernant le BRICS. Ce qui est très dommage et très suicidaire. Il faut être clair là-dessus. Aucun pays de la zone transatlantique, donc de l'Europe, des États-Unis, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, ne va survivre dans le système actuel. L'Amérique du Sud mène maintenant en fait la bataille pour joindre le BRICS. Récemment, on a eu finalement des déclarations dans les médias mexicains, des déclarations positives concernant le BRICS, même que le président mexicain là, va bientôt rencontrer son homologue chinois, ce qui est une très grande avancée. Évidemment, on parle d'accords économiques qui vont être signés par la suite, ce qui signifie en fait un véritable avenir pour une nation comme le Mexique qui a été détruite par les politiques du libre-échange adoptées en Amérique du Nord depuis la fin, pardon, pas la fin, mais le début des années 90, qui a transformé le Mexique d'une nation industrielle à une nation de cheap labor, un peu ce qu'on voit déjà en Haïti avec le développement de la région du Caracol, où on tente de transformer en fait les Caraïbes en une espèce de nouvelle Chine, mais pas dans le sens des nations du BRICS, mais la Chine, quand on parle de Chine, on parle encore malheureusement de cheap labor, donc d'employés à bon marché, utilisés pour faire des produits, enfin des produits inutiles. Donc on tente maintenant encore d'imposer la logique du libre-échange à travers l'Amérique latine. Et c'est pour ça que l'Argentine, la Bolivie, le Chili veulent se débarrasser de cette politique qui les a détruites durant toutes ces années. Donc, voici en gros ce que je voulais communiquer à mes amis haïtiens. Soyez à l'écoute de notre émission. On va avoir aussi d'autres capsules qu'on va faire jouer à l'émission. C'est un plaisir de discuter avec vous. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer par téléphone, par texte, à mon téléphone personnel, donc le 514-571-4137, et mon ami aussi Charles Luxon au 509-3850-6962. Mon courriel, jplebleu,
Donc, JPLEBLEU en commercial yahoo.ca. Communiquez avec nous. On est très actifs. Il faut que la vérité sorte. Il faut aussi faire passer les pays à un nouveau système de développement économique pour leur avenir. Donc, communiquez avec nous et restez à l'écoute de la radio Natif Natal 89.7. Bonjour. J'avais expliqué déjà de ça plusieurs mois, que l'appui à Barack Obama aux États-Unis est un appui superficiel, fictif, non existant. En fait, les seuls qui appuient Obama ou qui en fait tentent de protéger Obama, ben, c'est le Parti républicain. Parce que le Parti républicain sait que Obama est tellement pourri que s'il garde Obama au pouvoir, eh bien ça en fait apporte des votes au Parti républicain. Et on a pu en fait le voir à ses collègues, à ses associés, que Obama doit quitter la Maison Blanche, que la destruction économique, la folie militaire représentée par Obama et qui était avant lui représentée par George Bush Jr. et Dick Cheney. Cette logique-là doit quitter les États-Unis si on veut que les États-Unis survivent à la crise et en fait relancent leur développement, relancent un développement international plus juste. Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Lebleu à Montréal, membre du Comité pour la République du Canada. Bonjour à tous nos amis cap-haïtiens. Bonjour aux gens qui nous écoutent sur Radio Natif Natal. Commençons par le commencement. On va parler des élections américaines, des élections de mi-mandat. Monsieur Lyndon LaRouche, économiste américain, faisant partie du Parti démocrate avant les élections de mi-mandat qui sont terminées là récemment, où le Parti républicain a repris le contrôle du Sénat, donc une majorité de 6 sièges de 7 sièges dans le Sénat, et a aussi gagné 13 sièges de plus dans le Congrès, donc gardant la majorité républicaine. Et M. Larouche a été très clair. Ça, c'est vraiment un message lancé à Barack Obama et à ses... en fait, on pouvait même voir dans le magazine The New York Post une grande photo d'Obama, Obama nu avec un baril, un baril vide là, pour l'entourer, et qui disait en fait, le titre du New York Post était Stripped, Emperor has no clothes. Donc en français, mise à nu, l'empereur n'a plus d'habits. Et en fait, donc il montrait Obama nu en disant il a perdu son appui